suis Marc Planard, bonjour. J'ai été lead développeur sur le projet Space Invasion, donc qui est un des tout premiers jeux géolocalisés en temps réel. Et donc je vais faire un petit post-mortem, donc vous parler de ce qui a bien marché et de ce qui n'a pas bien marché sur ce projet, qui s'est déroulé entre 2010 et 2012. Alors... Ton PC s'est mis en veille. Vraiment ? Attends, on commence par une pause. Ok, alors le jeu, très rapidement quelques points clés, c'est un jeu qui est géolocalisé, merci, donc voilà, qui utilise le GPS pour positionner le joueur dans son environnement, qui est mobile, forcément on veut que le joueur puisse se déplacer, donc ça se passe sur son téléphone portable. C'est un jeu qui est temps réel, et c'est un peu la nouveauté de ce jeu-là par rapport aux autres jeux géolocalisés, c'est-à-dire que c'est des parties... c'est un rythme soutenu avec des parties qui durent environ 10-15 minutes où on demande aux joueurs d'être très actifs. Les autres jeux géolocalisés qui existaient sont plutôt asynchrones. Donc c'était un peu notre particularité. C'est un jeu qui est online, c'est-à-dire qu'on a un serveur qui gère les parties pour permettre d'être multiplayer, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer à plusieurs dans la même partie. Et c'est un jeu qui est coopératif, c'est-à-dire que tous les joueurs jouent ensemble contre le jeu, contre le système. Donc on va voilà. Le gameplay, de façon très synthétique, le joueur doit courir pour récupérer de l'énergie. Donc plus vite il va courir, plus il va accumuler d'énergie. Pour utiliser des armes, les armes utilisent de l'énergie, donc s'il n'a plus d'énergie, il ne peut plus utiliser ses armes. Et donc les armes, c'est pour tuer des monstres. En tuant des monstres, enfin en faisant tout ça, on remplit des missions. Donc la mission, ça peut être tuer 10 monstres ou courir 50 mètres. Voilà, il y a plein de combinaisons où ça peut être tuer 3 monstres de ce type-là avec telle arme. Donc voilà, il y a toute une série de missions qui permettent de monter en rank. Donc on a un système de leveling. Donc en remplissant les missions, on monte de rank, qui nous débloque des nouvelles armes, qui nous permettent de tuer plus de monstres, et ainsi de suite. Et alors on a aussi un gameplay de collection, de l'or dont je parle pas parce qu'on s'en fiche, des points de vie, de la coop, les joueurs peuvent se soigner entre eux en particulier, d'où les points de vie, et de l'in-app purchase, donc on vend des bonus pour un prix très modique. Voilà. Je vais vous laisser redécouvrir le trailer si vous ne l'avez pas tous vu. Vous l'avez tous vu ? Non, mais rejoue-le. Voilà, pour la vidéo, pour l'éternité. Voilà, merci. Je peux poser une question? Oui? Ce sont des acteurs en fait? Non, c'est pas des acteurs, c'est des employés, de la société. Ah, d'accord. Mais non, c'est pas des acteurs. Je vous en remets une couche parce que c'est allé un peu vite, donc juste rapidement l'interface et ce qui se passe. Donc voilà, donc on a des joueurs avec des monstres qui se baladent dans l'environnement et en particulier qui suivent les routes quand il y en a. Et qui tirent sur les joueurs tirent sur les monstres. Donc là vous avez l'interface avec toutes les armes disponibles par le joueur et un bouton pour tirer, les points de vie, l'énergie et voilà. Donc oui. Moi, ce dont j'étais pas vraiment certain, la vision du trailer, c'est est-ce que en utilisant le gyroscope
Ça dépend des armes. Tu as des armes directionnelles et des armes de zone. Donc en fait, voilà, il y a des armes qui explosent tout ce qu'il y a autour. Il y en a qui sont très précises. Là, c'est un sniper en fait. Il est en train d'utiliser le sniper et il tire. Donc c'est un truc, c'est un projectile très précis. Ouais, ça utilise même pas le gyroscope, ça utilise la boussole. Parce que là, c'est vraiment dans quelle direction tu pointes. Et donc il y a d'autres armes. Il y a celui-là qui tire automatiquement sur le monstre le plus proche. Enfin voilà, on a plusieurs armes. Tu as celui-là, le Waver, qui a un cône de dégâts. Donc voilà, c'est pour ça que chaque arme a sa particularité et son intérêt gameplay en fait. Et voilà. Assez rapidement, les technologies qu'on a utilisées pour faire le jeu, côté mobile, donc on était sur iPhone, donc les technologies qu'on a utilisées, donc Google Maps pour le fond de carte, Cocos 2D, donc il y a un framework de jeu pour en surimpression sur Google Maps pour faire les monstres. Au début, on utilisait entièrement les marqueurs Google Maps. Et c'était pas satisfaisant, ça prenait trop de CPU, c'était une catastrophe, on pouvait pas faire d'animation ou des effets de particules, etc. Enfin tous les trucs un peu fancy, on pouvait pas le faire, donc on a laissé tomber et on a dû coller un calque Cocos 2D par-dessus et resynchroniser la carte donc voilà, donc ça c'est un des gros problèmes de ce genre de jeu aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de technologie pour faire, clé en main pour faire un joli jeu très réactif qui bouge beaucoup. Ça n'existe pas, on est obligé de bricoler. OpenStreetMap, on a fait un duplicata complet de la base de données OpenStreetMap. Ce qui est complètement légal, hein, on a le droit de faire ça. Donc on a monté un serveur, on avait la totalité de la base de données OpenStreetMap. Pourquoi Pour avoir toutes les données de cartographie, par exemple les routes, on a des monstres qui suivent les routes, on extrait ça de la base de données OpenStreetMap. Si on veut faire on avait des monstres spécifiques à l'environnement, des monstres d'eau par exemple, on récupérait les plans d'eau et on disait à cet endroit-là on met que des monstres de tel type, etc. Donc tout ça c'était parce qu'on a dupliqué la base de données OpenStreetMap. OpenLayers, CloudMail, jQuery, on avait un client de replay et de visualisation dans le viewer, dans le navigateur, et donc on a utilisé ces technologies web pour faire ça. Les WebSockets JSON Protocol Buffer, c'est pour la communication entre les clients et le serveur. On a essayé donc les WebSockets, et alors le client iPhone, parce que ça passe par la 3G, il fallait compresser à mort les données. Au début on faisait en JSON et c'était une catastrophe. On est passé au Protocol Buffer et on a vachement gagné en place, donc c'était beaucoup mieux. Node.js pour le serveur. Node.js c'est le bien, c'est la vie, c'est génial, mangez-en. Google App Engine, on s'en est servi pour stocker les profils et pour gérer la configuration du jeu, j'en parlerai plus après. CouchDB qu'on a utilisé pour stocker les logs de partie. Les Google Docs avec Google App Engine pour paramétrer les jeux, WordPress pour le site web. J'y reviens, je vais en parler après. L'équipe de développement, donc en fait il y a deux studios qui se sont associés pour faire ce jeu, donc Make and Sleep, pour lequel je travaille, qui est basé à Paris. Donc il y a une toute petite équipe, il y avait 5 personnes et c'était la totalité du studio qui était concentrée sur ce jeu, qui s'occupait de toute la partie serveur. C4M qui est basé à Marseille, qui est une entreprise un peu plus conséquente avec environ 35 personnes. Et donc pour lesquels Midface Imagine était un projet parmi d'autres, et donc ils avaient environ 5 personnes sur le projet. Des deux côtés, ça a varié suivant les périodes. Parfois on était moins, parfois on était plus. Il y avait c'était à géométrie variable, les effectifs suivant les besoins. Et donc c'est 4M qui se concentrait sur le développement du client iOS. Le game design, tout le monde a eu son mot à dire. Il y avait des game designers dans l'équipe, mais tous les membres de l'équipe, du codeur au stagiaire, au game designer, a participé au game design. On a essayé d'appliquer des méthodes agiles, en particulier Scrum, qu'on a dû adapter fortement, vu qu'on était 2 équipes sur 2 lieux différents, c'était pas facile. Donc on a fait beaucoup de mal à Scrum, mais on a quand même essayé de le faire. Et niveau méthodologie, oui. Est-ce que tu peux donner par exemple un exemple de comment
Euh, Vous avez abandonné. Normalement, dans Scrum, tous les matins, tu as une réunion de toute l'équipe dans la même salle. Le stand-up. Et voilà, et donc forcément là, il n'y avait pas ça. donc voilà, on a essayé de communiquer un maximum de temps, mais du coup, ouais, on a tordu, on a essayé de garder l'esprit, on avait des sprints, etc. Mais clairement, on a beaucoup dévié, quoi. C'était ça le principal souci ou il y avait autre chose? À part l'écartement géographique. À part l'écartement géographique, il y avait le fait que, pour le dire diplomatiquement, Make and Sleep était un peu plus habitué aux méthodes agiles que C4M, qui a été plus habitué à travailler sur des projets avec un cahier des charges et donc avec un workflow waterfall. Donc ils ont joué le jeu dans le sens où ils ont dit ok, on vous fait confiance, on va le faire comme ça. L'éloignement géographique a fait que il y a eu un petit choc des cultures quand même et que ça a été voilà. Donc oui. Vous vous associez pourquoi en fait? Pourquoi C'était une envie des dirigeants de Make and Sleep et C4M de travailler ensemble. Parce qu'ils se connaissaient en fait. Oui, oui. C'était une envie parce que Mathieu Castelli, qui est le président de C4M, était à l'origine d'un des tout premiers jeux géologues de tous les temps qu'il a fait. C'était réalisé exclusivement au Japon. Le nom m'échappe. J'ai pas particulièrement travaillé cette partie-là. Mais donc voilà, il était un des tout premiers à faire des jeux géologues. Et donc Olivier Lejade, qui dirige Make and Sleep, avait envie de tenter l'aventure avec Mathieu Castelli de C4M pour faire ça. Voilà. Et donc pour finir ma slide, on a du côté serveur aussi, on a essayé de faire du test-driven development. On avait beaucoup de volonté au début. À la fin, il y avait toujours des tests, mais ils étaient plutôt faits à la fin qu'au début. Donc voilà, donc on avait quand même, niveau serveur, on avait une très bonne couverture du code par les tests, donc c'était assez sécurisant, mais on ne pouvait plus vraiment appeler ça du test-driven development. Ce qui s'est bien passé dans le projet, on a eu 2 prix, donc on a eu une certaine reconnaissance par nos pairs. On a eu le IGD Award 2012 on a eu le prix d'innovation et on a eu au 8e IMG Award qui devait être en 2012, on était donc Best Real World Game. Donc ça c'était plutôt sympa. On a eu pas mal de parties jouées. Là c'est des statistiques, c'est un peu toutes les parties qui ont été jouées entre 2010 et 2012. Donc voilà, avec une sorte de heatmap. Donc on a eu des joueurs, il y a des gens qui ont joué à notre jeu. C'est assez voilà, c'est assez cool de voir qu'il y a des gens qui jouent un peu partout dans le monde, de se dire ah, il y a une partie là, une partie là. Vous avez fait beaucoup de pubs? On n'a pratiquement pas fait de pub. On a eu un peu de quelques articles de blog par-ci par-là, mais on n'a pas eu. En fait, on était dans un mode de développement itératif. Donc on a réalisé le client sur l'App Store le plus vite possible. Et après on a fait beaucoup de mises à jour au fur et à mesure. Donc l'idée c'était quand on estimera le produit suffisamment bon, on commencera à faire une vraie campagne marketing. Quand on est sorti du projet en 2012, on n'était pas encore arrivé à ce stade-là, donc on n'a jamais fait de campagne de pub intensive. Voilà. Ça c'est assez atypique, non? C'est assez atypique. Non? Pour le jeu, je sais pas, moi je pense toujours que les studios doivent faire les grosses. Est-ce que c'est atypique? Ça dépend beaucoup du type de jeu en fait. Si tu considères un jeu classique genre platformer, oui, c'est souvent que le studio développe en sous-marin pendant des années et que tout d'un coup, boum, il fait une sortie qu'il prépare très bien et où il fait toute sa promo autour de sa sortie. Pour un jeu en ligne, et nous on se voyait comme un jeu en ligne, ou tu vois, comme un MMO, comme un MMORPG, tu t'agrèges des joueurs au fur et à mesure, tu construis une communauté et donc le concept de lancement est beaucoup plus fluctuant. Surtout que là, c'était quelque chose de très innovant et en fait on voulait utiliser nos premiers joueurs comme des testeurs pour voir qu'est-ce qui marche pas et donc voilà, itérer sur ces premiers utilisateurs pour améliorer le jeu. Donc c'est pour ça qu'on a commencé doucement et que la campagne de promotion devait venir après.
Pourquoi c'est cassé ça? Qu'est-ce qui s'est pas bien passé? Pas beaucoup de in-app purchase, c'est-à-dire que yep. What is the value proposition that you were adding with your in-app purchases? Like what's the incentive to having the in-app purchases within your specific gaming platform? What is the incentive to? Yeah, Okay, yeah. you can buy bonuses, so you. Are these things that you can already progress with if you get high enough of a level, and that you're just basically allowing people to pay to jump other people in terms of level? Okay, that was open. First, you could just, for example, you could buy energy. You could run for energy, or So, you can so be the lazy. it's Yeah, running. you can be lazy and just buy some energy. Interesting. Okay, and I don't remember where, but okay, that was very open. It was still you can. I don't know if we thought about allowing to buy one rank, or maybe you could buy one mission. You know, if you couldn't finish one mission, you say, okay, screw it, I buy this one. Yeah, it's always difficult with these in-app purchases once you've already purchased the product to get consumers to actually want to incentivize them to actually buy the next stage. Yeah. Angry Birds almost gives you a full game without actually having to buy something. I'm just citing probably one of the more successful things. So you actually get like a huge amount of levels before actually buying to just have new challenges. So in your case, where it's very much cooperative play, do you feel like with these in-app purchases you're giving an advantage to those that are able to purchase? Are you going to give them sort of an advantage, or are you basically saying it's for the lazy ones who don't want to progress in the levels? Yeah, that's probably a loaded question. Let's Okay, keep going. your question is, was it a pay-to-win game or not? In a way, I'm just curious. Okay, as from the top of my head, in fact, I can't remember clearly, and this is significant that I can't remember clearly if we were in the pay-to-win or not, because in fact it's a cooperative game. You know, you're playing with your friend and against the system. So in fact, it's not a competitive game. So it doesn't matter if you pay to win. It doesn't matter because you pay to win with your team. You're giving money to help your team. So it's not, oh, this rich asshole has spent money to win this game against me. It's a shitty game. No, it's not like that. But you still do compare yourself to your peers. That's Sure, the sure you thing, can. is like how many points you get versus your peers, and how like, oh man, this friend of mine has this much more badass gun than I do. I mean, that's always right. I mean, at least when you're playing RPGs or something, which this is kind of like a real life RPG in a way. In that case, you're like, yeah, you know, I beat this one boss so that I could get this look at what awesome weapon I have. It has 90 hit points or whatever. And in this case, you may be able to purchase that better weapon. Actually, you can okay, with in the in-app purchase you can buy reds, which is hard currency. It's not a word, it's just reds. Okay. You buy reds and you can convert reds to gold, and with gold you can buy weapons. So you can buy you can unlock weapons, but you're supposed to kill monsters to have enough gold to buy the weapon. So you can pay to buy a new weapon, and you can't unlock a new weapon. So all right. It's just okay. It's you can spend money to not have to grind. Right. Yeah. Right. Yeah. That makes perfect sense to me. Okay. Yeah. Excuse me, so when you're saying that very few in-app purchases, would you have like a ratio? Like for one? No, that's like we made less than $10 out of in-app purchase. Wow.
That's slow. We maybe have. I can't remember, but maybe okay. But it's not unexpected. I mean, it wasn't unexpected because we weren't up to the point where we should have in that purchase. It was too early still. So it's not a big fail. It's just okay. We have to work on it, and we didn't have the time to work on it. It's all good. Can I switch back to French? You speak slow enough, so it's great. Ça va être encore un peu technique, désolé, mais je pense que c'est intéressant quand même. Ce qui s'est donc une petite slide sur ce qui s'est bien passé et mal passé du côté du client iPhone. Ce qui s'est bien passé, eh ben c'était Apple. Donc voilà, c'est l'iPhone, c'est Apple, c'est joli et ça se passe bien. Ce qui s'est mal passé sur le client iPhone, selon moi, c'est une plateforme, de mon point de vue, qui est très hostile au design itératif qu'on essaie d'avoir. C'est vraiment très hostile. En particulier au début en 2010, c'était vraiment horrible. Quand on voulait faire tester le jeu à une nouvelle personne, donc avec un nouvel iPhone, il fallait que cette personne récupère son device ID. Ça voulait dire installer une application qui allait lui donner son device ID, nous l'envoyer par mail, l'envoyer au développeur du client iPhone par mail. Eux, ils devaient aller sur le site web d'Apple pour le mettre dans un certificat, le télécharger, le mettre dans Xcode, recompiler l'application et la renvoyer. De mémoire, j'étais pas là, mais c'était pas loin, c'était terrible. En 2012, c'était un peu plus simple, mais c'était quand même encore très pénible. C'était encore très pénible. Il n'y avait plus besoin d'extraire le device ID de tout le monde, mais c'était tellement pénible qu'on avait rarement plus d'une nouvelle version tous les 2 jours de l'app. Il y avait peut-être 2 ou 3 versions, et encore même pas une version par semaine, ou entre 1 et 3 versions par semaine. Quand on veut être agile et itérer rapidement, c'est très pénalisant. C'est encore pire quand on veut tester sur des vrais joueurs sur le terrain. Ça veut dire que, parce que faut soumettre à Apple et que ça met 2 semaines pour valider une application sur l'App Store. Sur le concurrent, chez Android, on upload l'APK et 2 minutes après, tout le monde peut l'installer. Là, il faut attendre 2 semaines. C'est pénalisant quand on veut tester une nouvelle idée, quoi. On peut se faire rejeter, au bout de ces 2 semaines, on peut se faire rejeter parce que les mecs chez Apple, ils testent l'application et si on a enfreint une guideline, on se fait rejeter. Et donc ça veut dire qu'il faut refaire une soumission, repasser dans les 2 semaines, etc., quoi. Un truc débile. On ne s'était pas rendu compte dans une soumission qu'on avait mis une partie de l'interface au-dessus du logo Google sur la carte Google Maps. On s'est fait rejeter. Ben voilà. Et donc les 2 semaines, c'est un minimum. Un minimum, ça peut être beaucoup plus long si on a un problème avec la soumission. On n'a pas le droit de dire qu'on est en bêta. Si on dit qu'on est en bêta, on se fait rejeter. Dans l'app, on n'a pas le droit de dire qu'on est en bêta. Et donc pour nous, qui voulions release early, c'était un gros problème de ne pas pouvoir dire, parce que du coup les joueurs ils sont pas au courant on a le droit de le dire ni dans l'app ni sur la description de l'app. Donc les joueurs ils sont pas au courant qu'ils essayent un produit qui est en cours de maturation. C'est un gros problème pour la notation en particulier parce qu'ils vont noter un jeu qui est pas fini comme un jeu fini. Donc c'est un problème aussi. Et vers la fin en 2012, il y a Apple qui a eu l'excellente idée de changer son widget de cartographie pour passer de Google Maps à Apple Maps. Ça a été tout le monde en a entendu parler pour l'application Apple Maps, il y a eu plein de choses rigolotes qui ont été dites à ce sujet. Pour les développeurs, c'était aussi terrible parce que nous, on avait le fond de carte Google Maps et puis on plaquait Cocos 2D par-dessus. Et ça marchait. Pourquoi ? Parce que le widget Google n'utilisait pas OpenGL et Cocos 2D par-dessus utilisait OpenGL. Quand ils ont changé, et ils n'ont pas rajouté Apple Maps, ils ont changé le widget. Dès que les gens ont mis à jour avec leur iOS, boum, ça a explosé, crash, l'application ne marchait plus. Ça a été une catastrophe. Donc, moi, ma grande leçon de ce projet, ça a été prototyper sur Android, après porter sur iOS. Parce que ça a été très pénible, très pénible. Après,
pour adoucir ça, quand on a commencé en 2010, Android n'était pas aussi mature qu'aujourd'hui, et d'un point de vue business, ça faisait du sens à l'époque de partir sur iOS malgré tous les problèmes. Côté serveur, donc on utilisait Node.js pour gérer les serveurs temps réel, et donc Node.js c'est très très bien. Qu'est-ce qui s'est bien passé? C'est du JavaScript avec tout ce que ça implique de facilité de développement, et aussi JavaScript c'est un des langages interprétés les plus optimisés aujourd'hui. Node.js utilise le moteur de Chrome, donc voilà, ça va particulièrement vite. Les WebSockets et Protocol Buffer, ça marche bien, ça nous a compressé la taille des paquets d'un facteur 10, je crois, si je me souviens bien. C'est solide, même à l'époque où on a commencé à jouer avec Node.js, c'était early stage, mais ça ne nous a jamais posé de problème de stabilité, et on avait de bonnes performances, du moins on n'a jamais eu de gros problèmes de performance du côté serveur. Qu'est-ce qui s'est pas bien passé? Pour la même raison que c'est bien JavaScript, ça reste du JavaScript. C'est-à-dire que ceux qui n'aiment pas JavaScript, ils n'aiment toujours pas JavaScript. De la même raison, quand on a commencé à utiliser Node.js, c'était le tout début, donc c'était une technologie très neuve et donc qui évoluait très très vite. Donc c'est une technologie c'est des problèmes de mise à jour du code, etc., des modules qui sont pas mis à jour. Donc voilà, donc ça prend du temps de rester. Voilà, c'est les risques intrinsèques à une technologie neuve. Comme j'ai dit tout à l'heure, on utilisait des Google Docs pour paramétrer le jeu. C'était une bonne idée au départ, c'est-à-dire qu'en fait, on avait des tableurs, des spreadsheets Google Docs dans lesquels on mettait tous les paramètres du jeu. Par exemple, on avait pour tous les types de monstres, on avait un tableau avec leur point de vie, leur point de dommage, leur vitesse, etc. C'était très bien parce que du coup on n'a pas eu besoin de faire des interfaces pour régler tout ça, et les game designers ils pouvaient directement changer la spreadsheet et relancer un serveur et tester immédiatement. Donc c'était pour la vitesse d'itération, c'était très bien. Au début, quand on avait une spreadsheet, c'était très bien. Quand on en a eu 15 interconnectées entre elles, c'est devenu un enfer total. Et à la fin, moi en particulier, je poussais vers la fin, on faisait de plus en plus des formulaires en HTML et des petites applications HTML que les game designers pouvaient utiliser eux-mêmes. Et ça allait un peu mieux à la fin de ce côté-là. Donc les Google Docs pour le paramétrage, c'est une bonne idée au début. Tu comprends pas comment ça marche. Du coup, à chaque fois qu'on jouait le jeu et cherchait dans le Google Doc le paramètre, c'était Oui. le moment qu'on compilait le jeu qui cherchait. Non, en fait, il y avait les deux. Ah, c'est les serveurs en fait. Le serveur récupérait la Google Spreadsheet, la convertissait en JSON, et l'utilisait à la fois pour ses paramètres à lui et les transmettait au client quand il y avait il les transmettait au client pour que tout le monde ait la même version. Donc effectivement, il y avait une étape de compilation, donc il récupérait par HTTP la Google Spreadsheet, il la compilait en JSON et ils utilisaient tout ça. Et encore une fois, c'est une bonne stratégie. Quand ça reste petit, ça se cale pas très bien. Voilà. Donc s'il y a un petit jeu qu'il faut un système de paramétrage rapide, c'est bien, mais sur des gros projets, ça se cale pas très bien. Et donc on avait un système un peu trop over-engineeré pour justement récupérer les paramètres, et aussi pour tous les assets du jeu en fait. Et ça c'était un peu dicté par le fait que fallait 2 semaines pour soumettre une nouvelle version du client iPhone. On a décidé que tous les assets étaient téléchargeables et pas dans le client iPhone, et donc on avait un système de déploiement comme ça où à chaque fois que le client se connectait, il vérifiait s'il y avait une nouvelle version et il récupérait tous les paramètres et tous les assets. C'était un petit peu compliqué, ça marchait pas super bien, on aurait dû mettre plus d'efforts dedans pour que ça marche mieux. C'était un peu overkill. Alors, le gameplay, c'est pour ça que vous êtes venus. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Alors, sur le gameplay Geolock en particulier, qu'est-ce qui s'est bien passé? Déjà, ça marche. C'est-à-dire que au bout d'un moment, on avait quelque chose de fun et c'était agréable de jouer dans la rue, c'était sympa.
En particulier, le gameplay coopératif, quand on est avec ses amis dans la rue, même si on est le nez sur son écran, ça marche très bien d'avoir son ami qui est de l'autre côté de la rue, qui joue au même jeu qu'on voit sur l'écran et on peut se donner rendez-vous, voilà, ça marche très très bien. Une chose alors, au tout début du jeu, on avait un système de jeu qui était plutôt du genre de défendre ta base, c'est-à-dire qu'il y avait un point qu'il fallait protéger, qui était placé au début de la partie, et tous les monstres allaient attaquer ce point central et les joueurs devaient se défendre eux et défendre ce point central. On est passé à un système de free roaming, c'est-à-dire où les monstres attaquent les joueurs et où donc du coup le joueur n'est plus attaché à un endroit précis, il peut se déplacer où il veut et c'était vachement mieux. Donc voilà, finalement ancrer le jeu à un endroit particulier, c'était pas une super idée parce que du coup, par exemple, si quelqu'un est en train de se balader, il ne peut pas faire une partie en même temps, il est obligé de rester dans un certain endroit. Donc voilà, c'est une des choses qui nous a fait passer du premier game design où on protégeait un endroit particulier vers un modèle de free roaming où on peut se déplacer partout dans la ville en une seule partie et les monstres spawnent toujours autour de nous et où la seule condition de défaite c'est quand tous les joueurs sont morts. Est-ce que le joueur est motivé de se déplacer partout? C'est juste qu'en fait, il est déjà Alors en fait, au bout d'un moment, ce qui le motive, c'est que, alors c'est aussi en lien avec mon dernier point, c'est qu'il y a un truc très important, c'est l'échelle du jeu. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que changer les distances et les vitesses, en particulier par exemple pour nous, en ce qui concerne les monstres, les monstres, on peut dire, il peut tirer à 100 mètres et se déplacer à 20 km/h, ou alors il peut tirer à 10 mètres et à 1 km/h. Et ça change tout. Ça change énormément de choses. Et en particulier, sur le free roaming, ce qui s'est passé, c'est qu'on au début, on avait des distances et des vitesses très grandes, assez grandes, et en fait, c'était un peu un tower defense, c'est-à-dire que tous les monstres arrivaient très vite et les joueurs étaient un peu statiques et se faisaient oppresser comme ça par les monstres. C'était assez problématique. En changeant vers le free roaming, on a aussi baissé toutes les distances de détection, en particulier la distance à laquelle le monstre détecte le joueur. Et ça fait que tout d'un coup, si le joueur nettoie le terrain autour de lui, il va plus être sous pression, et donc c'est lui qui se déplace pour aller trouver un autre monstre. Et donc il a beaucoup plus le contrôle de son flow. C'est lui qui, en se déplaçant, va aller provoquer d'autres monstres. Donc c'était beaucoup plus intéressant comme ça. Et donc oui, c'est pour ça que voilà, l'échelle du jeu a beaucoup d'importance. Sur le gameplay géolocalisé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé? Tester un jeu géolocalisé, c'est terrible. Surtout pendant les mois d'hiver, quand il fait froid dehors, c'est très dur de tester un jeu géolocalisé parce qu'il faut sortir dans la rue pour tester. Forcément, on avait un système de triche, on avait un fake position où on pouvait jouer depuis l'intérieur et simuler les déplacements, mais ça ne remplace pas l'expérience qu'on a quand on est dans la rue parce que si un monstre se déplace à 5 km/h ou à 10 km/h, quand on se déplace dans la rue, on sent la différence que ça fait, alors que quand on est dedans, on ne le sent pas. Donc ça change tout. C'est incroyablement dur de convaincre quelqu'un de se lever de son canapé et d'aller jouer dehors. Et c'est un énorme problème. Vous riez, mais c'était pas drôle pour nous, parce que c'était un vrai problème. C'était un vrai problème. 90%, 95% des parties... Yep. Oh, I was just gonna say, inciting is probably not the correct word there, but like incentivizing people to play outside is incredibly hard. Inciting is kind of more of a negative connotation for that type of. The word just is. It probably translates well into French, but in English, it's kind of funny that it's there. But I have a different question. So I actually have a different question. So I was just thinking about this. If people are on bikes, does that give them like a significant advantage over somebody who's? It will give an advantage because you earn energy depending on the distance you travel. So yeah, actually we had incredible players in Los Angeles. There were 4 in the same game, and they played in cars. So with two cars. So they were
rushing on the highway, fighting the monsters around, and they were full of energy because they were, I don't know, They were like Jews. 100 Kilometers, kilometers. yeah. Yeah, and it was a crazy game to watch. It was great. And it works. So the system allows for that type of distance to take place. It was unexpected, but it worked quite well. But because of those guys, we have implemented a special monster, which was a big flying monster, and which was only triggered when players were traveling above a certain speed. And it was really a very strong monster, which was just attacking only the fast driving one. So it was like a boss. That's awesome. No, really cool. Yeah. That's good. I like that. That's awesome. Donc c'est vraiment très difficile de faire sortir les gens de chez eux parce que voilà, la plupart des gens téléchargent l'application depuis chez eux, depuis leur canapé, et ils essayent assis dans leur canapé, et très vite ils n'ont plus d'énergie parce que l'énergie on la gagne uniquement en se déplaçant, et ils meurent et voilà, c'est fini. Et ils sont frustrés parce qu'ils n'ont pas envie d'aller dehors et voilà. Et donc ils disent que le jeu est nul et ils arrêtent de jouer. C'est encore plus dur de dire aux gens d'aller jouer dehors avec leurs amis. Et notre jeu est multiplayer et notre jeu est 10 fois plus amusant à plusieurs que tout seul. C'était un autre très gros problème. Et en fait, ça a été les deux vraiment très gros problèmes. C'est qu'on avait 90% des gens qui jouaient de chez eux et 95% des gens qui jouaient tout seuls. Pour pas dire 99%. Enfin, c'était un gros problème. Et donc on a mis énormément d'énergie pour pour déjà adoucir l'expérience au début, pour que effectivement les premières parties on peut les jouer de chez soi, mais assez rapidement on dit bon bah maintenant faut sortir, faut aller courir dans la rue, sinon ça marchera pas. On a mis beaucoup d'énergie là-dedans, mais c'était pas suffisant pour renverser la balance. On avait une courbe qui était comme ça, quoi. Donc d'autres aspects gameplay, other gameplay aspects. Le système de mission, ça a très très bien fonctionné. Alors c'est un système de mission qu'on a volé, on peut le dire, à Jetpack Joyride. Bon, on n'est pas les seuls, hein, beaucoup de gens, et on a raison de le voler parce qu'il est très bien. Donc ça marchait très très bien. On avait un système de replay, c'est-à-dire qu'on avait un client dans le navigateur pour voir les parties en live ou pour les rejouer, et aussi bien pour les joueurs, revoir ces parties. C'est très cool parce que du coup on peut le partager sur Facebook, etc. et le montrer aux autres. Pour la viralité c'est très bien aussi, même si ça n'a pas beaucoup marché. Et pour le développeur, pouvoir revoir comment s'est passée une partie, c'est génial pour comprendre ce qui se passe et comprendre quels sont les problèmes à résoudre. Donc pour notre design itératif, c'était très bien. Qu'est-ce qui s'est mal passé? On avait peut-être un système d'armes un peu trop complexe. On a essayé de rester le plus simple possible, mais c'était des systèmes assez compliqués. On a passé beaucoup de temps à faire des tutoriaux pour que les gens comprennent comment ça marchait, mais c'était encore un peu complexe. Je pense très personnellement qu'on aurait pu avoir plus simple, mais c'est difficile c'est undecided. On avait un gameplay de collection. À chaque fois qu'on tue un nouveau monstre, on a une galerie avec les monstres, comme dans Pokémon, avec une image haute résolution du monstre, etc. Donc on avait un gameplay de collection. On sait que les gameplays de collection ça marche. Chez nous ça marchait pas encore, parce qu'on n'avait pas encore mis assez d'efforts. Les gens ne comprenaient pas qu'il y avait un gameplay de collection et ne voyaient pas la galerie de monstres. Sûrement parce qu'on n'avait pas encore mis assez d'efforts là-dedans. Donc les gameplays de collection, on sait que ça marche, mais chez nous ça ne marchait pas encore. Les feedbacks, on a mis des flèches et les gens ne les voyaient pas. On a mis des énormes flèches et les gens commençaient un peu à les voir, mais voilà, il n'y a jamais assez de feedback. Il fallait encore beaucoup plus de feedback. Et donc on interprétait la base de données d'OpenStreetMap pour les informations de cartographie. Ça marchait bien, mais ça demandait beaucoup d'efforts. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut extraire de l'intelligence de la base de données OpenStreetMap, il faut faire des développements particuliers. Par exemple, dans OpenStreetMap, un lac, une mer ou une rivière n'est pas du tout représenté pareil.
c'est dans un OpenStreetMap, la base de données c'est un flux XML. Et alors on peut savoir si c'est, ça reste de l'eau, mais c'est de la mer, d'un lac ou une rivière. Il faut agréger tout ça et si on veut faire juste un monstre d'eau qui apparaît là où il y a de l'eau, c'est pas juste. Donc il faut mettre de l'intelligence là-dedans et c'est des développements spécifiques. Donc c'est un peu, ça demande de l'effort. J'ai fini. Si vous avez des questions que vous n'avez pas encore posées, je peux y répondre. Et du coup, vous avez arrêté par là. Non, c'était pareil. Vous avez arrêté, pourquoi? On a arrêté parce que il y a eu des tensions entre les deux équipes qui sont devenues insolubles et dont je ne rentrerai pas dans les détails, mais en fait Make and Sleep a décidé de se désengager du projet en 2012 et donc maintenant le projet appartient à C4M. J'ai l'impression, pour ce que j'en sais, que pour l'instant il est plutôt en sommeil. Mais voilà quoi. Donc après, non, je ne sais pas ce qu'ils en font. Et tu nous as montré la heatmap des joueurs, mais du coup il y a eu combien d'applications téléchargées? Je sais pas. Je ne sais pas. Je peux te dire qu'il y a eu environ 1 millier de profils créés. Elle a été vendue combien? Elle n'était pas vendue. L'application était gratuite. Il n'y avait que de l'in-app purchase. Ok, donc tous ces développements pour l'instant ça va, c'est 10 $. Au total, ça a pris combien de temps? On a travaillé dessus 2 ans. 2 ans, c'est vraiment complet, à temps plein. Vous aviez d'autres projets en parallèle? Côté Make and Sleep, non. Côté C4M, oui. Et comment vous faites pour survivre à Make and Sleep avec 2 ans de projet qui rapporte 10 $? La caméra tourne toujours. On avait une subvention. On avait une subvention du SNJV. Et vous aviez une version jouable depuis combien de temps? Alors c'est encore plus compliqué que ça parce qu'avant 2010, on était, alors il y avait Make and Sleep, C4M et d'autres partenaires, et on était sur un projet qui s'appelait Playground, qui était un projet de développement de technologies pour faire des jeux géoloc. Donc on n'avait pas un projet précis, mais on a commencé à travailler, donc on a commencé en 2009. Donc il y a eu Playground, et en 2010, sur cette expérience, C4M et Make and Sleep ont décidé de faire Mid-Space Invasion. Sachant qu'on a à peu près rien réutilisé des technologies qu'on avait développées du temps de Playground, mais ça c'est une autre histoire. Et c'était quoi la question au départ? C'était au bout de combien de temps il y avait une version disponible? Du coup c'était assez rapide. Disponible, je ne me rappelle plus quand on l'a mis à disposition, mais je ne me rappelle plus. Mais ça a été assez rapide, après c'était de l'itération. Enfin, en fait, non, il y a eu quelque chose d'utilisable en interne assez rapidement. Ça a pris beaucoup plus de temps pour avoir quelque chose d'assez mature pour le publier sur l'App Store. Je peux pas donner de date parce que je m'en souviens plus. Et là, la réutilisation technologique de ce que vous avez mis en place, tu voulais faire, enfin si Make and Sleep voulait faire un autre jeu de géoloc, est-ce que ce que vous avez mis en place, ça va vous permettre de le développer rapidement? Ce que je veux dire, là il y a un gameplay innovant et vous pouvez très bien le réutiliser en changeant 5 trucs quoi. Enfin, c'est ça la question, c'est est-ce que ça redemanderait un développement de 2 ans ou est-ce que... Non, c'est plus vite parce que du coup on a défriché beaucoup de choses, donc il y a plein d'erreurs qu'on ne referait pas. Après, si tu me demandais si demain je repartirais de ce code-là ou je repartirais from scratch, je repartirais from scratch. Parce que on était une petite équipe, on était sur un rythme quand même assez soutenu, on a une dette de code assez énorme, c'est-à-dire que le code n'est pas d'une propreté absolue, et c'est un euphémisme. Et si je devais repartir à zéro, je repartirais à zéro parce qu'il y a plein de choses que j'architecturerais pas pareil, parce que j'ai cette expérience-là derrière moi. Et voilà, je me baserai pas sur des spreadsheets pour faire le paramétrage. Il y a des erreurs que je ne referai pas. Pour toutes les raisons expliquées qui font que, en particulier, le client, je repartirai sur Android et pas sur iOS, tu vois. Donc effectivement, tout le client, je le reprendrai de zéro en termes de code, tu vois. Parce que je pense que pour développer rapidement, faut démarrer sur Android. Mais voilà. Quelles étaient les compétences de 5 personnes dans l'équipe? Alors comme j'ai dit, ça a varié. Hein. C'était pas 5 personnes. C'était il y avait
Il y avait un codeur à temps plein, moi. Après, on a eu plusieurs stagiaires. Il y avait en moyenne 2 stagiaires de code. Il y a eu 2 stagiaires de code. Il y en a eu 3, mais 2 en même temps, un plus tard. Voilà, donc il y avait, temps plein. si, à temps plein, mais stagiaires. Donc voilà, ils ont fait 6 mois dans l'entreprise et puis ils sont repartis. On a eu 2 stagiaires de game design qui, pareil, sont restés quelques temps et puis sont repartis. Donc voilà, c'était quand même des équipes assez restreintes. Et toi, et un autre à temps plein. Vous étiez 2 à temps plein. Il y avait moi et Olivier Lejade, le directeur créatif de Make and Sleep à temps plein, et c'est tout. Et ça a bien marché d'avoir les stagiaires? Un bon stagiaire, il te fait perdre du temps au début, parce qu'il faut le prendre par la main pour le faire rentrer dans le projet. Et s'il est bon, et si tu es assez bon pour le faire rentrer dans le projet, au bout d'un moment, il t'aide. Donc ouais, au début, tu sais que tu vas avoir une perte de vitesse sur toute l'équipe parce qu'il faut l'intégrer. Et puis après normalement, ça t'aide, quoi. Oui. Oui. Non, on essaie de prendre des vrais stagiaires qui servaient à quelque chose et pas juste à faire le café. Même si ça aide de faire le café. Et d'où ces stagiaires? Il venait d'où Il venait de différentes universités, écoles, voilà. C'était pas spécialement des écoles de multimédia ou de jeux vidéo? Non, c'était pas particulièrement des écoles de multimédia ou de jeux vidéo. Pour les stagiaires en code, après on a eu 2 stagiaires de game design qui venaient de Lingemine. Et par rapport à ce que tu disais sur la difficulté de faire sortir des gens dehors et en groupe, Ouais. est-ce que, je sais pas c'est quoi l'idée de la boîte, mais si c'est de capitaliser sur cette expérience, comment tu verrais Nous, on a fini avec les jeux Géoloc. Ok, ouais, d'accord. Là, on fait autre chose. Et je pense que peut-être qu'on peut en parler après, mais avant sur les jeux Géoloc, est-ce que tu penses que c'est une impasse, ou est-ce que tu penses que peut-être que ça devrait plutôt cibler des marchés de niche, C'est pas forcément des marchés de niche, mais je pense que l'approche... Alors, il y a un vrai problème, c'est que les gens installent leur application chez eux, majoritairement. Et du moins, tes premiers joueurs l'adoptent comme ça. Tu peux espérer qu'après, quand tu commences à avoir une communauté, c'est tes early adopters qui vont aller dire à leurs amis hey, « installe ça tout de suite maintenant qu'on est dans la rue pour jouer maintenant ». Mais au début, le problème, c'est que les gens, ils installent leur app chez eux. Et ça, c'est un petit souci. Maintenant, nous, on n'a pas trouvé de solution miracle. Le problème qu'on a eu, c'est que notre gameplay, il était pas mal, mais il ne s'adaptait pas très très bien au déplacement des gens. Et c'est ça, en fait, qui fait que l'idée qu'on avait pour adoucir ce problème-là, c'était on va s'adapter au déplacement des gens. C'est quand les gens ils sortent de chez eux, dans leur déplacement pour aller au travail ou aller chercher le pain, au lieu de juste aller chercher le pain, tu lances une petite partie vite fait, tu joues jusqu'à ta boulangerie, et voilà quoi. Et donc c'était d'essayer de s'adapter au déplacement que les gens font. Voilà, c'était d'être le parasite entre guillemets, de dire les gens se déplacent, quand ils se déplacent, ils jouent à notre jeu. Mais on n'a pas réussi on n'est pas allé jusqu'à parvenir à déclencher ça de façon assez forte. Et à quel point ça pouvait être massif, ce que tu nous as montré des parties à 2-3 personnes? Parce que tu vois, par exemple, moi je pense plus au lieu de parasiter des moments, parce que les moments où tu parles, c'est pas des moments où tu as plusieurs, c'est quand tu vas chercher le pain, tu vas pas avec ta bande de... Ouais, mais tu vois, tout notre système de leveling, on l'a développé pour, en fait, on l'a développé pour faire une sorte de campagne solo, tu vois. C'est de dire de toute façon, du moins au début, les gens ils vont pas jouer tout de suite à plusieurs, donc tout le système de leveling, c'était pour dire les gens ils vont commencer tout seuls, mais c'est pas grave, pour les garder dans le jeu, on va avoir les missions qui vont les faire monter en level, et ils vont déloquer des nouvelles armes, et donc ils vont découvrir du nouveau contenu, et quand ils auront déloqué tout le contenu qu'on a leur proposé, là ils auront des amis qui vont jouer avec eux, etc. C'était l'idée. Donc en fait, tu vois, si tu dois grinder du gold, tuer plein de monstres parce qu'il y a le lance-flamme que tu veux absolument essayer et qui n'est pas encore déloqué parce qu'il faut que tu gagnes un level, quand tu vas aller acheter du pain, tu vas sortir ton app. Et plus tu vas sortir ton app, plus tu vas y penser quand tu vas être dehors. Et la prochaine fois que tu vas au parc avec tes potes, au lieu de jouer au volet, tu vas dire mais essayez cette app. Voilà, c'est intéressant parce que vous avez exploré les groupes, les uns contre les autres, parce que là pour le coup, on se connecte et puis tu peux être tout seul et tu vois qu'il y a un autre groupe qui essaye de piquer tous les points dans la zone où tu fais tous les monstres à ta place, t'y vas quoi. Alors nous on voulait vraiment faire un truc coop, donc effectivement on n'a pas du tout,
Alors, la petite concession qu'on a faite, c'est qu'en fait, en fin de partie, tu as quand même le high score des joueurs. Donc, en fait, tu as un petit côté compétitif localement. À la fin d'une partie, tu vois, c'est machin qui a tué le plus de monstres, c'est machin qui a le plus couru. Donc, il y a un petit côté compétitif, mais ça reste dans la même team. Je dis ça parce que c'était la première application des Google Glass. On a vu un jeu dans lequel tu dois courir dans la ville et protéger des bases et récupérer les... Ah oui, c'est Google Glass. Ouais. Justement, j'avais demandé si... Ouais, moi aussi j'ai pensé à ça. Mais je pensais du coup aussi à exploiter, la question sous-jacente, je suppose, c'était exploiter les endroits où il y a déjà des groupes de formés plutôt. Et du coup, les événements par exemple où il y a des larges groupes de formés. Parce que là tu nous as parlé de... Enfin c'est ça la question, c'était combien de personnes pouvaient jouer en même temps, est-ce que ça peut être vraiment très massif? Du coup, à côté de ça, on a organisé des événements nous en disant, voilà, on va faire des parties à beaucoup, je ne me rappelle plus quel est le maximum qu'on ait. Je crois qu'on a peut-être fait une vingtaine de personnes dans la même partie. Ça devient assez rapidement le bordel. Parce que en fait, ce qui se passe aussi, c'est que pour maintenir le niveau de difficulté, le nombre de monstres générés est plus ou moins linéaire avec. Alors, il est linéaire avec le nombre de joueurs et avec le level des joueurs. C'est-à-dire que il y avait une corrélation entre le nombre de monstres générés et le nombre de joueurs, et très vite, ça devenait un peu compliqué sur la carte de montrer tout le monde. Donc, à une dizaine de joueurs, c'est très bien. À partir de 20, ça commence à devenir compliqué. Ça tient, ça marche. Mais c'est compliqué, surtout que ça met le réseau sous pression, et quand tu es en 3G ça va, mais quand tu es au fin fond de la bosse avec que du edge, ça devient un peu compliqué de faire passer tout le trafic. 3G, ça marchait bien? Vous n'avez pas de problème? De quoi? Vous n'avez pas eu de problème de 3G ou de GPS? Ah si, on a eu plein de problèmes. Alors de GPS pas trop. Si, on a des problèmes, c'est que différents périphériques n'ont pas la même précision, et quand tu mesures la distance parcourue, quand tu as un point de mesure GPS par seconde et un point de mesure toutes les 5 secondes, ça fait pas parcourir la même distance, et donc celui qui a l'iPhone 4, il gagnait beaucoup plus d'énergie que celui qui avait l'iPhone 3GS. Donc il a fallu mettre des algos par-dessus pour lister un peu tout ça. So, I don't know if this was already asked or anything, so hopefully it wasn't. Have you thought about doing it sort of a P versus P type play through this type of game? Because it seems like this gameplay would really lend itself to the framework you've created to have player versus player within sort of like laser tag. I mean, I agree. To me, it's really that's the question I raised earlier on. You meet somewhere to play this game as you meet somewhere to play a ladder game. Yeah, for sure. Yeah, exactly. Like sort of like laser tag, you have maybe 5 versus 5, and suddenly you have hey, let's join this lobby, and you have 5 people kind of in the same framework. We wanted to make a cooperative game because we thought that, Homo sapiens can be quite territorial, and, online, you have PvP, in Call of Duty, etc. Kids can be quite harsh with each other. In real life, we don't really know how we can. But they're less so when they're in person. We see I'm just talking about laser tag, which is. Do you know what I'm talking about when I say laser? Yeah, I mean you're in that type of environment. You have a lobby, so you have a few people on each side, and then you have that short-term time frame where you're against each other, and then either you can change up the teams or etc. Or keep the same teams and continue the same thing. Studies have shown that we're not as awful to each other when we actually see each other face to face, as opposed to online where the lobbies are probably very virulent, and as we've seen in Xbox Live where people mostly just curse at each other. So I think people in that situation would be kind of okay with each other. The other problem I see is that it was very hard to. Yeah, we had very few multiplayer games. If you need another human to play, if it's mandatory to have another player because if it's PvP, you need another human to play with. It's even harder to bootstrap the game. Sure. With a cooperative, with our design, you can play alone or with friends. If it's a PvP gameplay only, you have an issue because you need a larger community to. You can just add to your thing, as in, hey, if there's another person around, we can do this. We
I think there were ideas to add a little bit of PvP later in the game, like maybe there is a traitor in the team or something like that. So there were ideas like that, but we didn't have the time to implement it. I think that people that go in groups to laser game place and they rent the place for 1 hour. So your business could be to go to this laser place and to offer them the game. And people would, you play a laser game and then it's kind of boring. You play 1 hour and you're done after 1 hour. And you could imagine that in these places they would offer to play, look, that's the new game. It sounds similar to the laser game, but it's quite different. You all have a smartphone. Most of people going to laser game willing to spend so much money for 1 hour have smartphones. And I think that then your business plan is much better, because you are used to pay 15 euros for 1 hour or more for a laser game. You see what I mean? And this would work because you have a place, and it's kind of and then you form and then the people that come together, they all install the app together. Imagining you have the Wi-Fi inside the building, so it's very fast. And then this forms a community that may play later on. They realize that they don't need to go to another place anymore. And you see what I mean? So, yeah, but we. Now thinking about this kind of place where you could. Sure, it was okay. It was planned to organize events and do things like you're saying. But the bottom line is that we are game makers. We don't know. It's not our business to organize events. So we would have done it to promote the game for marketing, but it's not our core business. And we wanted people to play all around the world and to be able to enter the game without any help. So that's what we were working on, to have a game with a tutorial and anything you need to play. Even if you're alone in the countryside, you can discover the game. So I agree with you, but here we are discussing, because it's a bit sad in a way. I think the game looks great. I didn't play because, but I would download it. But it's difficult because you have to gather with people to download it. And there are paintball and laser games in many countries. And if you overlap paintball and laser games and people having smartphone, and other like community sports, let's say. What I mean is that it's sad because the job is done. Yes, it's quite sad. Yeah, because once you did the job, you want it to be played, I guess. But okay, you can see this. Maybe we were just a little bit early. I have no doubt that you will see other multiplayer geolocalized game in real time in the future. So Maybe let's just do one more question and then we'll have a break for pizza and then we can do the prototype and stuff. Yeah, I was just asking if you thought about doing something on Android as well, because a lot of people don't have iOS. All the time. Oh, okay. I'm just curious. Okay. This is my very personal opinion. I'm more an Android guy than an iOS guy, to say the least, and I've advocated a lot to develop an Android client, and everybody in the team agreed that we need an Android version, but the plan was iOS first. What was the deal? Yeah, the deal was when we had 100 in-app purchase, we will start the Android, or 1,000, I don't remember, never mind. Okay. We will start the Android version, and well, here we are. Okay. And fair enough, Okay, so it's still in the plans, and you like the idea of using an Android platform, so that's cool. Yeah. Peut-être tu peux nous parler, mais après tu peux nous parler de ce que veut faire la boîte, sur quel type de jeu elle travaille.
Je vais dire non. Pas parce que c'est un secret, mais parce que c'est pas mon boulot de gérer la communication de Make and Sleep. Donc si ça t'intéresse, tu peux contacter mon patron sur le site web de Make and Sleep. Voilà.